Bonjour et bienvenue à l'épisode 11 de notre série Back to Basics Sustainability. Après avoir rapidement défini ESG, être entré un peu plus en détail dans le E de ESG, nous voici maintenant au détail du S de ESG. Alors, on y va! Dans l'épisode 9 de cette série de vidéos, nous avons introduit le reporting ESG à haut niveau. Cet épisode se concentre maintenant sur le deuxième pilier, c'est-à-dire le social. Comme indiqué précédemment, le reporting social inclut les relations communautaires, y compris le lien de l'organisation et son impact sur les communautés locales dans lesquelles elle opère et sert, la satisfaction client, mais aussi les politiques et les efforts en matière de confidentialité et de protection des données, et les efforts pour financer des projets ou des institutions qui aident les communautés pauvres et mal desservies dans le monde. Pour ce qui concerne les employés, la diversité, l'équité et l'inclusion, l'engagement et les relations des collaborateurs, la santé et la sécurité, les droits de l'homme, y compris le travail des enfants et l'esclavage, et les normes de travail. En regardant cette liste, nous pouvons regrouper ces rubriques en 3 groupes: le personnel, les droits de l'homme et les clients. Commençons par le personnel. Le premier sujet concerne les conditions de travail au sein de l'entreprise, mais aussi dans sa chaîne de création de valeur. En interne, l'embauche et la rotation du personnel doivent faire l'objet d'un rapport, par exemple par groupe d'âge, de sexe, de région géographique. Les avantages pour les salariés à temps plein par rapport aux salariés à temps partiel ou aux sous-traitants doivent également être documentés. Ces prestations comprennent l'assurance vie, les soins de santé, l'invalidité, la couverture d'invalidité, le congé parental, la retraite, la propriété. Les entreprises sont également tenues de signaler et d'agir si les conditions d'emploi dans leur chaîne de valeur ne répondent pas à certaines normes, les cadres institutionnels et juridiques appropriés, la protection sociale et du travail, les normes internationales du travail ou droit du travail national, une rémunération adéquate par exemple. Le deuxième sujet, c'est la relation travailleur-management. Cela couvre les pratiques consultatives d'une organisation avec les salariés et leurs représentants, y compris son approche de communication des changements opérationnels importants. Un indicateur clé à signaler est le nombre minimum de semaines de préavis généralement envoyés aux employés et à leurs représentants avant l'implémentation des modifications opérationnelles importantes susceptibles de les affecter considérablement. Le troisième sujet, c'est la santé et la sécurité au travail. Nous pouvons séparer la manière dont les entreprises doivent rendre compte des moyens qu'elles mettent en place pour garantir la sécurité des travailleurs, employés mais aussi contractants, etc. Des problèmes de santé et de sécurité qui se posent dans le cadre de l'entreprise. La manière consiste à décrire si un système de gestion de la sécurité et de la santé au travail a été mis en place. Elle doit présenter le champ d'application des travailleurs, des activités et des lieux de travail couverts par le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et expliquer si, et, le cas échéant, pourquoi des travailleurs, des activités ou des lieux de travail ne sont pas couverts. Elle inclut également les processus utilisés pour identifier les dangers liés au travail et évaluer les risques de manière régulière et non régulière et pour appliquer la hiérarchie des contrôles afin d'éliminer les dangers et de minimiser les risques. En outre, les entreprises doivent fournir des informations sur les processus permettant aux salariés de se débarrasser des situations de travail dangereuses, mais aussi sur les processus utilisés pour enquêter sur les incidents liés au travail et sur la manière dont ils gèrent leurs conséquences. Elles fournissent également des rapports sur la manière dont elles veillent à ce que les travailleurs soient formés aux politiques de santé et de sécurité. La deuxième partie concerne les travailleurs eux-mêmes, le nombre et le pourcentage d'incidents concernés par le système de gestion de la santé et de la sécurité, le nombre d'incidents survenus avec leur gravité et le nombre d'incidents survenus par unité de temps, par exemple pour 1 million d'heures travaillées. Le rapport est fourni par lieu de travail. Une typologie des incidents est également créée et tous les KPI, Key Performance Indicators, indicateurs clés de la performance, sont présentés pour chaque type d'incident. La formation et l'éducation. Les entreprises améliorent constamment les compétences de leurs collaborateurs.
Elles doivent rendre compte du volume de formation suivi par les salariés, par sexe et par catégorie d'emploi. Elles doivent également rendre compte du type de formation dispensée. Formation interne, soutien financier à la formation ou à l'éducation externe, mise à disposition de périodes sabbatiques assorties d'une garantie de retour à l'emploi. Une attention particulière est accordée aux salariés qui prennent leur retraite ou dont le départ est rompu. Planification de la pré-retraite pour les retraités prévus, reconversion pour ceux qui ont l'intention de continuer à travailler, indemnité de départ, qui peut prendre en compte l'âge et les années de service du salarié, les services de placement, l'assistance, comme la formation, le conseil, sur le passage à une vie non professionnelle. Enfin, des revues régulières des performances et du développement de carrière sont également signalées. Elles garantissent que les formations appropriées sont proposées aux salariés. Les entreprises rendent compte de la diversité de leur direction et de leurs salariés. Cela inclut le sexe, l'âge et tout autre indicateur pertinent, minorité, groupes vulnérables, tout ça conformément à la réglementation locale. L'égalité entre les hommes et les femmes est un sujet important et il convient également de fournir un rapport entre le salaire de base et la rémunération des femmes et des hommes pour chaque catégorie de salariés, en fonction des lieux d'activité importants. La discrimination est définie comme l'acte et le résultat d'un traitement inégal des personnes par l'imposition de charges inégales ou le refus de certains avantages au lieu de traiter chaque personne équitablement sur la base du mérite individuel. La discrimination peut aussi inclure le harcèlement. Les incidents de discrimination sont définis en fonction de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l'opinion politique, de l'extraction nationale ou de l'origine sociale. Les entreprises déclarent le nombre total d'incidents de discrimination au cours de la période de référence. Elles doivent assurer le suivi de ces incidents et fournir le statut des incidents, les plans de correction mis en œuvre, les résultats une fois qu'ils ont été mis en œuvre et les incidents clôturés. Le travail des enfants est un travail qui prive les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et qui nuit à leur développement physique ou mental, y compris en interférant avec leur éducation. Les entreprises signalent les opérations et les fournisseurs considérés comme présentant un risque important pour les incidents liés au travail des enfants et les jeunes travailleurs exposés à un travail dangereux. Elles indiquent le type d'opération et le fournisseur, ainsi que leur région qui présente un risque important. Elles fournissent également des informations sur les mesures qu'ils ont prises pour contribuer à l'abolition effective du travail des enfants. Le travail forcé ou obligatoire est défini comme tout travail ou service qui est exigé de toute personne sous la menace d'une sanction quelconque et pour lequel la dite personne ne s'est pas proposée volontairement. Le reporting est similaire à celui du travail des enfants. La liberté d'association et de négociation collective désigne le droit des employeurs et des travailleurs de former, d'adhérer et de gérer leurs propres organisations sans autorisation ni ingérence préalable de l'État ou de toute autre entité. On parle par exemple ici d'un syndicat. Le reporting est similaire à celui du travail des enfants et du travail forcé ou obligatoire. Il s'agit principalement ici de la conduite du personnel de sécurité à l'égard de tiers et du risque potentiel d'utilisation excessive de la force ou d'autres violations des droits de l'homme. Les entreprises doivent signaler le fait qu'elles forment leur personnel de sécurité ou le personnel de sécurité fourni par un tiers dans le respect des droits de l'homme de l'organisation. Les peuples autochtones sont définis comme des peuples tribaux dans des pays indépendants dont les conditions sociales, culturelles et économiques les distinguent des autres sections de la communauté nationale et dont le statut est régi entièrement ou partiellement par leurs propres coutumes ou traditions ou par des lois ou règlements spéciaux. Ce sont aussi des peuples de pays indépendants qui sont considérés comme indigènes en raison de leur descendance des populations qui ont habité le pays, ou d'une région géographique à laquelle le pays appartient, au moment de la conquête ou de la colonisation ou de l'établissement des frontières actuelles de l'État et qui, indépendamment de leur statut juridique, conservent une partie ou la totalité de leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques. Les entreprises déclarent le nombre total d'incidents identifiés de violations des droits de peuples indigènes au cours de la période de référence. Ils doivent également fournir des informations sur l'état d'avancement des mesures prises à l'égard de ces incidents, examens, plans de correction et leurs résultats, et les incidents clôturés. Les activités et les infrastructures des entreprises
peuvent avoir des incidences économiques, sociales, culturelles et ou environnementales importantes sur les communautés locales. Dans la mesure du possible, les organisations doivent anticiper et éviter les impacts négatifs sur les communautés locales. Elles indiquent le pourcentage d'opérations avec l'engagement de la communauté locale mise en œuvre, les analyses d'impact et ou les programmes de développement. Il s'agit notamment d'évaluer l'impact des activités sur les communautés locales. Évaluation de l'impact social, y compris les évaluations de l'impact sur l'inégalité et l'égalité entre les hommes et les femmes, sur la base de processus participatifs, d'évaluation des incidents sur l'environnement et suivi en cours, publication des résultats des évaluations d'impact environnemental et social. Elle examine aussi les avantages des activités pour les communautés. Programme de développement des communautés locales en fonction de leurs besoins, plan d'engagement des parties prenantes basé sur la cartographie des parties prenantes, comité et processus de consultation des communautés locales à large échelle qui inclut les groupes vulnérables. Les incidents sur les communautés locales sont atténués grâce aux comités d'entreprise, aux comités d'hygiène et de sécurité au travail et à d'autres organes de représentation des travailleurs. Il convient également de mettre en place des procédures formelles de doléances au niveau local. Une organisation peut être impliquée dans des impacts sociaux négatifs, soit par le biais de ses propres activités, soit en raison de ses relations commerciales avec d'autres parties. La vérification préalable raisonnable est attendue de la part d'une organisation afin d'éviter, d'atténuer et de traiter les impacts sociaux négatifs réels et potentiels dans la chaîne logistique. De nouvelles réglementations apparaissent, par exemple dans l'Union européenne, pour faire respecter que les entreprises mettent en place une diligence raisonnable en matière de droits de l'homme. La diligence raisonnable, due diligence en anglais, est le processus que les entreprises devraient mettre en œuvre pour identifier, prévenir, atténuer et rendre compte de la manière dont elles traitent ces impacts négatifs réels et potentiels dans leurs propres opérations, leur chaîne d'approvisionnement et autres relations commerciales. Les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme précisent que toutes les entreprises ont la responsabilité de respecter les droits de l'homme, ce qui signifie qu'elles devraient éviter de porter atteinte aux droits de l'homme des personnes et des communautés et s'attaquer aux effets néfastes sur les droits de l'homme auxquels elles sont impliquées. La participation à ces impacts peut se faire de trois manières principales. Premièrement, avoir de l'impact par le biais de ses propres activités. Deuxièmement, contribuer à l'impact par le biais de ses propres activités, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, le gouvernement, entreprise ou autre. Ou troisièmement, être impliqué car l'impact est causé par une entité avec laquelle elle entretient une relation commerciale et est liée à ses propres opérations, produits ou services. D'un point de vue opérationnel, la responsabilité de respecter les droits de l'homme exige que les entreprises puissent savoir et montrer qu'elles respectent les droits de l'homme en mettant en place des politiques et des processus adaptés à leur taille et à leur situation, notamment, premièrement, un engagement politique à respecter les droits de l'homme, servant de base à l'intégration de cet engagement dans l'ensemble de l'entreprise et dans les relations commerciales. Deuxièmement, un processus de due diligence en matière de droits de l'homme visant à identifier, prévenir, atténuer et rendre compte de la manière dont l'entreprise traite ses incidences sur les droits de l'homme. Et troisièmement, les procédures visant à permettre la correction de tout impact négatif sur les droits de l'homme causés par l'entreprise ou auquel elle contribue. Il s'agit ici de la sécurité et de la santé des clients, y compris les efforts systématiques d'une entreprise pour traiter la santé et la sécurité tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un service et son respect des réglementations en matière d'hygiène et de sécurité des clients et des codes facultatifs. Les entreprises doivent indiquer le pourcentage de catégories importantes de produits et de services pour lesquels les impacts sur la santé et la sécurité sont évalués en vue d'une amélioration. Elles doivent également fournir des informations sur le nombre total d'incidents de non-conformité à la réglementation et ou de codes volontaires concernant les incidences des produits et des services sur la santé et la sécurité. Elles doivent prendre en compte les incidents entraînant des amendes ou des pénalités et dans les avertissements. Cela inclut l'accès des clients et des informations précises et adéquates sur les impacts économiques, environnementaux et sociaux, positifs ou négatifs, des produits et des services qu'ils consomment, à la fois sur le point de vue de l'étiquetage des produits et des services et du point de vue des communications marketing. Les communications marketing justes et responsables, ainsi que l'accès à des informations sur la composition des produits, ainsi que leur utilisation et leur élimination appropriée, peuvent aider les clients à faire des choix éclairés. Les entreprises doivent indiquer les informations et l'étiquetage requis pour leurs produits et services. Cela
inclut l'approvisionnement en composants, le contenu, les substances susceptibles d'avoir un impact environnemental ou social, leur utilisation sûre, leur élimination et les impacts environnementaux ou sociaux. Elles doivent également fournir des informations sur le nombre total d'incidents et de non-conformités aux réglementations et ou de codes volontaires concernant la commercialisation et l'étiquetage des produits et des services. Elles devraient tenir compte des incidents entraînant des amendes ou des pénalités et dans les avertissements. Cette rubrique traite la confidentialité des clients, y compris les pertes de données clients et les violations de la confidentialité des clients. Le développement des réglementations telles que RGPD, le Règlement général sur la protection des données dans l'Union européenne, a créé un cadre juridique pour protéger les clients, le public en général, qui utilisent leurs données à caractère personnel. Parlons du RGPD, passons quelques minutes là-dessus, car c'est un bel exemple. Nous avons évoqué ce sujet lors de la première saison des vidéos Back to Basic également. Les données à caractère personnel désignent toute information relative à une personne qui peut être identifiée directement ou indirectement. Les noms et les adresses e-mail sont évidemment des données à caractère personnel. Les informations de localisation, l'origine ethnique, le sexe, les données biométriques, les croyances religieuses, les cookies web, les opinions politiques peuvent également être des données à caractère personnel. Les données pseudonymes peuvent également relever de cette définition s'il est relativement facile d'identifier ou de réidentifier une personne à partir de ces données. En revanche, l'anonymisation vise à empêcher la réidentification des personnes dans l'ensemble de leurs données. En vertu de ces règlements, le traitement des données devrait respecter les principes de protection et de responsabilité suivants. La légalité, l'équité et la transparence. Le traitement doit être licite, équitable et transparent pour la personne concernée. La limitation des finalités. Vous devez traiter les données pour des finalités légitimes spécifiées explicitement pour la personne concernée lorsque vous les collectez. La minimisation des données. Vous ne devez collecter et traiter que le nombre de données absolument nécessaires pour les finalités spécifiées. La précision. Vous devez maintenir l'exactitude et la mise à jour des données à caractère personnel. La limitation du stockage. Vous ne pouvez stocker des données d'identification personnelle que tant que nécessaire aux fins indiquées. Intégrité et confidentialité. Le traitement doit être effectué de manière à garantir une sécurité, une intégrité et une confidentialité appropriées, par exemple en utilisant le chiffrement. Et finalement, la responsabilité. Le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer la conformité du RGPD avec tous ces principes. Les données ne peuvent être traitées par une société que si la personne concernée a donné son consentement spécifique et sans ambiguïté pour traiter les données. Par exemple, ils se sont inscrits à votre liste d'email marketing. Si le traitement est nécessaire pour exécuter ou se préparer à conclure un contrat auquel la personne concernée est partie. Par exemple, vous devez effectuer un contrôle de référence avant de louer la propriété à un locataire potentiel. Si elle est nécessaire pour la traiter afin de se conformer à une obligation légale. S'il est nécessaire de traiter les données pour sauver la vie de quelqu'un. Si le traitement est nécessaire pour effectuer une tâche dans l'intérêt public ou pour exercer une certaine fonction officielle. Par exemple, vous êtes une société privée de collecte des ordures. Ou si vous avez un intérêt légitime à traiter les données à caractère personnel d'une personne. Il s'agit de la base légale la plus flexible, même si les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée prévalent toujours sur vos intérêts, en particulier s'il s'agit des données d'un enfant. Les entreprises doivent rendre compte de leur conformité à ces réglementations. Elles devraient tenir compte des incidents entraînant des amendes et des pénalités, et dans les avertissements. Elles doivent signaler le nombre de fuites, vols et pertes de données clients identifiées. Bien qu'une organisation puisse soutenir positivement le processus politique, public, et encourager le développement d'une politique publique qui profite à la société dans son ensemble, cela peut également entraîner des risques liés à la corruption elle-même, et à une influence indue, entre autres. Les entreprises doivent déclarer la valeur monétaire totale des contributions financières et politiques en nature, effectuées directement et indirectement, par pays, par bénéficiaire. Pour établir ce reporting, les données collectées au sein de l'entreprise et à l'extérieur doivent être mises à disposition. Il s'agit d'un exercice typique de data warehouse. Les données collectées doivent être transformées pour produire les KPI demandés, des indicateurs de performance clés. Cela signifie que des règles de calcul sont appliquées. Nous avons abordé tous ces sujets dans les épisodes des saisons précédentes des vidéos Back to Basics.
n'hésitez pas à les revoir, elles sont toujours disponibles. SAP Business Technology Platform est la plateforme qui traite tous ces sujets liés à la gestion et à l'utilisation des données telles que l'acquisition, le stockage, les calculs et l'affichage à des fins de reporting et d'analyse. Parmi les différentes sources de données possibles, les solutions SAP mentionnées dans l'épisode précédent sont utiles. Plus spécifiquement pour ce sujet social, SAP SuccessFactors, SAP Fieldglass, SAP S4HANA, SAP CRM peuvent aussi être très utiles. SAP Sustainability Control Tower est la solution intégrée permettant d'acquérir, de transformer toutes les données liées à la durabilité à des fins d'analyse et de reporting. Bien sûr, elle est basée sur SAP Business Technology Platform. Maintenant que nous en savons un peu plus sur le S de ESG, il me reste à vous remercier de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lors du prochain épisode qui traitera du G de ESG. Alors, à tout bientôt!